Bonjour, bienvenue au cinéma. Avec Cinéma pour tous et l'Institut de l'Engagement, on vous propose une nouvelle séance à domicile pour découvrir un très beau documentaire que je vous recommande. Après Les Invisibles que nous avons vus ensemble il y a 3 semaines, d'autres invisibles, après les femmes en grande précarité, des hommes enfermés avec de lourdes peines de prison, après un centre d'accueil de jour, une expérience alternative à la prison et à l'emprisonnement, après un film de fiction, un film documentaire, et après le film que vous allez voir maintenant, de bons échanges avec Nicolas Ferrand, avec Samuel Gauthier, les réalisateurs. Pourquoi aller au cinéma? Tout simplement parce que c'est souvent le meilleur moyen de se divertir et aussi de réfléchir et d'aborder toutes sortes de sujets et de pouvoir en discuter tous ensemble. Bonne séance! Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce film que, pour ma part, j'ai trouvé formidable, posant plein de questions et j'imagine que vous allez souhaiter poser plein de questions. C'est particulièrement intéressant d'avoir vu ce soir à l'air libre, à un moment où on va se retrouver en confinement et on va tous manquer d'air. Et c'est super important qu'on soit tous ensemble ce soir et on va continuer à proposer des ciné-débats, des conférences-débats, de façon à ce que malgré le confinement, on puisse se retrouver ensemble dans des salles virtuelles à distance, mais ensemble pour parler, pour continuer à échanger. Merci infiniment à Nicolas Ferrand, merci infiniment à Samuel Gauthier, les deux réalisateurs de ce film, d'être avec nous. Merci beaucoup aussi à Camille de Cinéma pour tous, et Camille qui est aussi une ancienne lauréate de l'Institut de l'Engagement, Camille qui est aussi une réalisatrice, d'être avec nous ce soir. Et vous le savez comme d'habitude, et peut-être que la prochaine fois ça aura évolué, c'est par la voix de Camille et la mienne que vous allez pouvoir faire passer vos questions aux réalisateurs. Avant de leur dire vos réactions, et merci d'écrire vos réactions au-delà de vos questions, merci de faire passer vos émotions au-delà de vos questions. Je voulais très simplement et très naturellement demander à Samuel et Nicolas et Samuel, pourquoi ce film, dans quelles circonstances vous l'avez fait, et quelle en a été sa genèse. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, bonsoir. On est heureux avec vous de participer. Alors, ce film, déjà, on espère qu'il vous a plu. C'est presque un film pas de documentariste, ni moi. Il se trouve qu'on s'est rencontrés à l'Observatoire international des prisons. On était tous les deux salariés de l'Observatoire international des prisons, une ONG de droits des personnes détenues. Et il se trouve que j'ai découvert la ferme de Moyen-Hongrie pour un article de notre revue des Bancs dehors, la revue historique de l'Observatoire international des prisons. J'ai passé 15 jours dans cette structure, et puis c'est une structure qui était très peu connue à l'époque, médiatisée. J'ai passé 15 jours et j'ai vécu un moment incroyable, ce que vous pouvez deviner à travers les images qu'on a filmées. Et puis, j'ai démissionné de l'Observatoire international des prisons et je suis allé passer quelques mois là-bas. Et c'est tout naturellement que j'ai invité Nicolas à venir découvrir la ferme de Moyen-Brie. Et c'est à ce moment-là où il m'a dit, écoute, il faut absolument qu'on donne à voir ce lieu et qu'on donne la parole à ces gens. Et c'est comme ça que l'idée de faire un documentaire est née. Moi, je n'avais jamais fait de documentaire et je lui ai dit, mais je ne sais pas comment faire un documentaire. Et c'est là que Nicolas m'a dit, écoute, moi, j'ai déjà eu une expérience de réalisation. Et donc, voilà, on s'est lancé dans cette aventure qui a pris du temps. On a souhaité prendre le temps, c'est important. On a pris le temps aussi parce qu'on était, Nicolas surtout était resté à l'OIP, donc on avait des activités par ailleurs. Et voilà, c'est un tournage qui a duré plusieurs mois. On a souhaité aussi voir l'évolution des personnages. Et donc voilà un peu l'histoire de ce documentaire. C'est vraiment une envie de donner à voir et donner la parole à ces acteurs de cette initiative singulière et unique en France. Alors, je vais rajouter quelques
complément à ça. Donc effectivement, c'est lui qui m'a fait découvrir la ferme. Lui, il était retourné, comme il l'a expliqué, parce qu'il voulait y passer un peu de temps après un article qu'il avait écrit pour la revue de l'OIP. Et donc, j'ai effectivement flashé sur ce lieu-là et je lui ai proposé de faire ce film. Alors, moi non plus, je ne suis pas du tout réalisateur de formation ni de métier. Hein. Bon, Sam, il est infirmier au départ. Moi, je suis juriste et je suis toujours juriste. Tu dis, Sam, il vadrouille d'un métier à un autre, mais moi, je suis resté finalement dans mes codes, etc. Mais j'avais vraiment envie effectivement de donner la parole à ces gens-là, et surtout, c'était aussi important pour moi précisément de ne pas faire l'ouvrage. Mon expérience, ma précédente expérience de réalisation, elle s'est un peu construite aussi dans le même contexte où je travaillais en proximité avec la CIMAD sur un collectif que j'ai mis en place qui s'appelait Les Amoureux au banc public, qui est un mouvement de défense des couples franco-étrangers. Donc, c'est une association que j'ai montée, que je coordonnais au niveau national, et j'ai eu envie de faire un documentaire avec un certain nombre de ces couples pour en faire un outil de mobilisation au service de cette association. Mais c'était aussi un moyen pour moi on va dire, de travailler sur un sujet, de regarder une cause dans laquelle je m'engageais d'un autre point de vue que mon point de vue habituel, qui est celui du droit à l'OIP ou à l'époque. Donc ça répondait aussi vraiment à ce besoin pour moi d'aller un peu au contact des gens. Et voilà. Donc il y a cet aspect-là, et à partir de là, on est parti un peu de façon totalement intuitive. Alors moi, j'avais une expérience précédente qui m'a un peu aidé à voir quels sont les travers qu'il fallait éviter d'avoir, notamment au niveau technique, quand on a acheté des micros qui tenaient un peu la route, etc. Parce que, bon, ouais. Mais ensuite, après, on a vraiment fait ça de façon totalement intuitive. Hein. Alors par contre, on a quand même écrit le film avant, on réfléchissait souvent, enfin, on a souvent mûri le projet qui était évidemment en partenariat étroit avec les gens de la ferme, parce qu'on ne pouvait pas faire le film sans eux. Donc il a fallu, quand on a eu l'envie de faire ce film, qu'on passe du temps avec eux ensuite pour leur expliquer quel était notre projet, et puis qu'on voit s'il y avait une adhésion au projet. L'adhésion, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. Ça peut vouloir dire accepter de participer au film. Ça peut vouloir dire aussi ne pas vouloir faire partie du film parce que pour une raison X ou Y, on ne veut pas apparaître, on ne veut pas être identifié comme une personne qui sort de prison, mais pour autant accepter que le film se fasse et le soutenir. Bon. Ce qui était absolument fondamental pour nous, même si les gens ne voulaient pas apparaître dans le film, il fallait qu'il y ait on va dire une cohésion, un accord global des gens sur le fait qu'on soit là et qu'on fasse ce film. Et puis par ailleurs, il y a un truc que ça m'a pas précisé, mais on avait tous les deux, et je pense que ça a marqué tout le film, et que le résultat auquel on a abouti est aussi étroitement lié aux conditions dans lesquelles on l'a fait. Mais lui, Samuel, donc au départ, il y va pour passer un peu de temps à la ferme, dans la perspective éventuellement de construire un projet qui pourrait être du même type. Enfin, en tout cas, il avait envie de passer plus de temps à la ferme pour s'en nourrir un peu et que ça l'aide à mûrir son propre projet. Mais donc, lui, il s'y est installé. Moi, comme Sam l'a dit, j'y allais que par période. Le tournage du film s'est passé comme ça, et quand Sam parle d'un tournage qui a duré plus d'1 an, en fait, ça veut dire que moi, personnellement, je me suis rendu plusieurs semaines sur le lieu, mais à intervalles. Enfin, il pouvait se passer 1 mois, 2 mois sans que j'y aille. Mais Sam, lui, il a passé un temps complet et bénévole sur le lieu, ce qui fait qu'on était totalement, non seulement totalement intégré dans la structure, peut-être même plus que, on en reparlera peut-être, mais Sam était même plus présent que les encadrants sur le lieu, puisque les encadrants vivent en dehors de la ferme, lui vivait à la ferme, donc c'est devenu un personnage central de la ferme. Et donc évidemment, ça a permis que notre projet de film reste totalement intégré dans le projet de la structure et soit soutenu par les détenus de façon. À la ferme, il y a du turnover, donc là, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, et donc il faut quasiment en permanence reconstruire un consensus autour du film, enfin une adhésion, etc. Donc lui, il s'est chargé de ça. Et puis, c'était fondamental aussi qu'il puisse aider à préparer les tournages. La plupart des tournages, ensuite, il n'était pas présent au moment, enfin, en tout cas, c'est pas lui qui interviewait. Parce que comme les gens lui parlaient beaucoup de choses, répéter quelque chose qu'on a dit à quelqu'un, c'est jamais très spontané. Bon, donc en fait, mais il m'aidait à préparer les questions et le tournage.
Donc, on avait cette espèce de position extrêmement particulière que je pense aucun réalisateur n'a jamais, quoi. C'est-à-dire à la fois de quelqu'un qui est intégré totalement dans un lieu pendant un an et demi, qui travaille avec les gens, etc. Et puis quelqu'un qui vient se greffer, qui profite de l'intégration de son co-réalisateur pour être totalement immergé dans le lieu, tout en faisant ses allers-retours et donc en permettant d'amener un peu de distance pour que les gens me racontent à moi des choses qu'ils avaient racontées peut-être parfois 10 fois à ça, mais qu'ils n'auraient pas raconté de façon spontanée s'il avait fallu le raconter. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que le fait qu'on soit resté extrêmement présent sur le lieu, ça nous a permis aussi de ne pas être de passer énormément de temps avec les gens en dehors du moment de la caméra, en fait. C'est-à-dire qu'on avait décidé que pas de tournage le soir, par exemple. Il y a une scène dans le film qui se passe le soir. Je ne sais pas d'ailleurs si on voit dans le film que c'est le soir, mais sinon, le soir, ça jouait à la belote, ça discutait. On avait décidé de ne pas mettre de caméra dans ces moments-là auxquels on participait pleinement. Il y a des moments de travail auxquels on allait travailler. Et donc ça, c'était aussi hyper important parce que ça veut dire que les gens ne nous voyaient pas simplement comme des, entre guillemets, réalisateurs, mais ils nous voyaient comme des gens qui étaient totalement intégrés sur le lieu et sur le projet. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui a permis qu'on arrive à avoir la confiance des gens et puis une parole aussi personnelle et intime, quoi. Voilà. Plein de réactions dans la salle, hein. Je vous en donne quelques-unes. Justine, Alain, bravo. Sarah, merci, super documentaire, et qui ajoute ce film nous rappelle que derrière chaque numéro d'écrou, il y a une personne avec un avenir, un potentiel. Kim Lee, super beau film, plein d'humanité. Malika, j'ai adoré ce film. C'est un rêve pour moi de créer une structure d'insertion et vous me permettez de croire à mon rêve, etc., etc. Donc, on sent la chaleur, l'émotion, l'intérêt que vous avez suscité. Et puis Camille va poser peut-être la question d'Océane. Oui, bien sûr. Alors, Océane et Demettre, déjà, je vous remercie beaucoup pour ce documentaire, pour le partage, pour lui permettre d'en apprendre plus sur les choses qui se font dans la réinsertion des prisonniers. Et donc, elle voulait vous demander si vous aviez une anecdote qui vous a marqué durant ce tournage. Une ou plusieurs. Sam ? Ouais, si tu n'as pas d'idée, je peux commencer. Et puis, faut que tu te démutes, ça. Sam, il faut que tu te démutes. Alors, je vais... Pardon. Ouais, vas-y. Vas-y. Ah, ok. Alors, moi, oui, j'ai une anecdote. C'est pendant qu'on était donc sur le site, il y a une équipe de France 2 qui a débarqué à la ferme pour faire un sujet qui devait passer. C'était un sujet qui faisait 6 minutes, donc c'était pas dans le journal classique. Ça devait être le samedi, je crois qu'il y avait tous les samedis à midi, il y avait une espèce d'hebdo, un format de journal télévisé qui était un peu modifié avec un ou deux sujets. Bon, voilà. Et donc cette équipe débarque et ils passent la journée à la ferme et il se passe ce qui se passe en général quand une équipe débarque, quoi. C'est-à-dire ils sont partout, ils veulent tout filmer, ils passent devant la cuisine, c'est 9h le matin, il y a une cloche à l'extérieur et on leur explique que c'est en fait le cuistot, quand c'est l'heure de manger, il sonne la cloche. Donc, ils demandent au cuistot de sonner la cloche, même si c'est 9h, en faisant croire que c'est midi, comme ça, ils pourront... Enfin, voilà. Il y a tous ces trucs-là. Ils accompagnent les gars faire des courses. Bon. Alors, évidemment, au bout de 30 secondes, les gars, dans le supermarché, ils n'avaient plus qu'une obsession, c'est d'arriver à semer la caméra qui leur courait derrière en train d'acheter des paquets de pâtes et des trucs comme ça. Enfin, voilà. Et donc, ça c'est... à la fin de la journée, les résidents de la ferme n'en pouvaient plus, etc. Et alors, avec Sam, on s'était dit, d'abord, c'était assez étrange parce qu'en fait, nous, on était là pour tourner, et puis il y a cette équipe qui arrive, et puis qui quasiment presque nous passe devant, quoi, puisqu'on a une journée, etc. Bon, il y avait un enjeu pour la ferme aussi, évidemment, qu'on parle du lieu sur France 2 à 13h un samedi, etc. Bon. Et alors, l'anecdote, c'est moins celle-là que ce qui s'est passé après, parce qu'en fait, avec Sam, on s'est dit, mais là, on entendait la réaction des gars, etc. Et on s'est dit, mais en fait, il faut absolument qu'il y ait aucune ambiguïté dans l'esprit des gens qui sont à la ferme. Alors, certains nous suivaient depuis longtemps, mais d'autres étaient arrivés plus récemment, sur le fait que eux et nous, c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà.
Et donc, on avait décidé le lendemain de la visite de débriefer avec les résidents sur ce qu'ils avaient pensé de cette visite, de comment ça s'était passé, etc., etc. Et on avait décidé d'ailleurs de filmer cette réunion parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on en ferait. On s'était dit que peut-être d'ailleurs il y aurait un moment donné, ça pouvait avoir peut-être un sens dans le film, finalement ça n'en avait pas. Mais donc on a gardé des images de cette réunion et on a passé 2 heures, je ne sais pas si tu te rappelles, Sam, dans un champ. Alors tout le monde était assis sur des souches parce que c'était un endroit où il y avait eu de la coupe de bois, donc on s'était tous répartis. Ça faisait une espèce d'agora un peu étrange, quoi. Et on a parlé pendant 1 heure ou 2, enfin je sais plus exactement, alors à la fois de l'équipe de télé, mais aussi plus largement du rapport, pourquoi on fait des films, dans quel cadre nous ça passerait, qu'est-ce qu'on voulait. Les gars nous ont dit, mais vous, on veut bien que vous nous accompagniez aux courses. Donc nous, on leur a dit, mais nous, on s'en fout de vous accompagner aux courses. Donc il y a eu aussi la discussion de mais qu'est-ce qu'on vous cherche, nous, quand on vous filme, etc. Et voilà, enfin c'est vrai, c'est une anecdote parmi d'autres, mais j'avais trouvé le moment extrêmement à la fois étonnant. Sam, t'as une autre Non, c'est vrai que ça avait été un moment fort et un moment clé et charnière un peu dans la réalisation de notre film. Non, moi, ce que je retiens, c'est le temps que ça nous a pris. Non, il y a eu plein de moments magiques, plein de moments où il s'est rien passé, où on attendait quelque chose et où il s'est rien passé, ou des moments où il s'est passé des choses et on n'avait pas la caméra et on s'est dit zut, c'est une réalité, c'est pas la réalité de ce qui se passe. Il y a plein de moments où on peut pas filmer, il y a plein de choses qu'on peut pas filmer ou qu'on peut pas montrer, mais on a essayé, il n'y a pas que du positif, et on a essayé de pas faire une carte postale magnifique de ce lieu idyllique. On a montré aussi des moments un peu plus difficiles où on voit notamment que les résidents sont pas forcément tendres avec les encadrants. Voilà, c'était notre souhait de pas faire qu'un film de promotion de la structure, ça aurait été assez facile, mais voilà, de montrer aussi un peu l'envers du décor sans pouvoir toujours le montrer. Voilà, c'est pas simple de faire un film comme ça. Mais effectivement, ce moment avec cette caméra de France 2 qui débarque, qui d'ailleurs, il y a le petit reportage, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet, vous tapez Ferme de Moyen-en-Brie France 2 et vous le trouvez. Et il est d'ailleurs très bien fait. C'est assez incroyable d'ailleurs de ce que les gens sont capables de faire, les journalistes sont capables de faire avec si peu de temps sur place. Et voilà. Mais effectivement, ça nous avait beaucoup questionné sur ce qu'on voulait faire et puis comment eux percevaient notre caméra. C'est pas facile de se faire filmer. Moi, j'ai quand même été, juste une dernière chose, très étonné de leur capacité, et je pense que c'est lié aussi au travail d'intégration qu'on a fait, et puis d'approche, de démarche et des discussions qu'on a eues. Très étonné de la facilité avec lesquelles ils s'expriment sur leur vie. C'est jamais simple. Enfin, moi, à titre personnel, on me demanderait face à une caméra de raconter ma vie. Je suis pas sûr que j'aurais autant de facilité que eux ont parfois eu à le faire, et voilà, ça nous a beaucoup touchés. Et voilà, je pense que ça, enfin, on le perçoit, en tout cas dans le film, des moments d'émotion assez forts, quoi. Absolument, et c'est d'autant plus saisissant que, évidemment, c'est un film sans casting, qu'il s'agisse des encadrants et quel est le mot que vous utilisez pour ceux qui sont encadrés? résidents. Donc, les encadrants ou les résidents, ils sont là, ils étaient là, et donc vous avez fait avec eux, enfin, contrairement à des films où on choisit ceux qui y figurent, est-ce que vous avez quand même fait disparaître certains résidents ou certains encadrants qui vous paraissaient moins intéressants? Alors, la réponse à la question, elle est à plusieurs niveaux en fait. La première chose, c'est que effectivement, on débarque dans un lieu où les gens y sont et donc on choisit pas. On a un panel au sein duquel on a pu choisir, mais effectivement, il y a un nombre limité de personnes, etc. Une fois qu'on a dit ça, et je le disais tout à l'heure, il y a la difficulté des gens qui veulent pas être filmés. Parce qu'ils ont peur du stigmate, qu'on sache qu'ils ont été en prison, etc., etc. Puis bon, certains ne savaient pas non plus dans quel cadre ça serait. On a expliqué, mais nous-mêmes, on ne pouvait pas leur dire, on ne savait pas exactement quelle serait la diffusion. Bon. Donc, il y avait cette question, et donc il a fallu que on organise un petit peu, quand on était là, la vie de la ferme autour de cette idée de « moi, je veux être filmé, moi, je ne suis pas filmé ». Et donc, quand on filme dans les champs, on sait que c'est plutôt à l'arrière qu'on filme, et ceux qui veulent pas être
avant, à table, c'est pareil. Il y a un côté où les gens qui ne veulent pas être filmés se mangent tous, et puis ceux qui veulent être filmés s'installent de l'autre côté. Enfin, donc, il y a cette, voilà. Ensuite, la question des personnages, quoi. C'est-à-dire qu'on a filmé un peu plus de personnages dans le film. Là, au départ, quand on réfléchit un peu de façon, au film un peu en hauteur, on se dit, bon, bah, il faut essayer de faire effectivement un truc un peu représentatif. On a des tas de critères et des tas de biais de sélection qui finalement résistent pas très longtemps. Quand après, finalement, on regarde tout, et au final, ce qui l'emporte, c'est ceux qui portent, qui communiquent le plus de choses qu'on avait envie d'entendre. Et donc, au final, c'est ça, à tel point que la première version du film qu'on a fait, il y avait pas le jeune Greg, il y avait un autre gars. Et on l'a fait voir à des copains qui nous ont dit, mais en fait, ils sont où les jeunes dans votre film là? En fait, c'est que des taulards, on dirait des gars des années 70. Ils sont où les jeunes? Bon, on nous a posé aussi la question sur la diversité culturelle, etc., d'origine. Bon. Et alors, autant sur la diversité d'origine, quand on y était, il y avait par exemple un gars qui était originaire de Guadeloupe, mais qui voulait pas être filmé. Enfin, donc, il y avait une diversité un peu plus importante que ce qu'on peut le voir dans le film. Mais on n'avait personne, aucun personnage pour introduire cette dimension-là. Autant on avait un jeune qui était aussi super, et donc finalement on a sorti un autre personnage. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on est pris dans le truc, on oublie petit à petit tous les critères un peu objectifs de sélection pour ne choisir que ceux qui, de notre point de vue, servent le mieux le film. Et puis voilà. Et puis après, bon. Il y a tous ces échanges. Alors, ce que je voudrais dire, une dernière chose sur ce que disait Sam tout à l'heure, sur la question de la parole. Ce qui me paraît absolument fondamental, c'est la relation de confiance qu'on a réussi à tisser avec les personnes. Bon. J'expliquais le contexte dans lequel on a fait le film. Participatif, c'est un bien grand mot, mais enfin, en tout cas, on a organisé régulièrement. Je parlais d'un temps tout à l'heure de discussion avec les résidents, mais il y en a eu en dehors des moments un peu de groupe où on parlait du film, on était sans arrêt en train d'en parler avec les autres, etc. Donc il y avait cette dimension très immergée du projet, je dirais. Bon. Il y avait la présence de Sam, donc qui faisait que finalement, Sam n'était pas qu'un réalisateur, mais c'est aussi un encadrant du lieu de fête, et puis quelqu'un qui les accompagnait en ski. Enfin, c'est devenu un ami de la plupart. Mais ensuite, une fois qu'on a réussi à tisser cette relation de confiance, et surtout qu'on a fait comprendre aux gens, qu'on a réussi à créer un cadre bienveillant de recueil de la parole, une fois qu'il y a ça qui est créé, mais alors, c'est absolument pas difficile de faire parler les gens. C'est même extrêmement facile, et je pense que il faut bien prendre conscience que en fait, ce sont des gens dont la parole a été niée pendant des années en prison. En prison, vous pouvez crier ce que vous voulez, vous êtes responsable de rien, vous décidez de rien. Il y a un gars dans le film qui explique que même pour ouvrir ou fermer les portes, c'est même quand est-ce qu'on vous ouvrez votre porte ou vous la fermez. Vous décidez pas quand vous allez prendre votre douche, vous décidez de rien en fait. Bon. Et votre parole n'a absolument. Et à partir du moment où des gens viennent vous voir en vous disant, mais en fait, moi, ce que vous avez à dire, ça m'intéresse tellement que j'ai envie d'en faire un film. À partir du moment où les gens ont confiance en vous, la parole, elle a tellement été étouffée pendant des années que ça sort, quoi. Et puis, la ferme est vraiment propice à ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un lieu où les gens, de façon générale, sont dans un cadre bienveillant dans lequel on leur laisse un temps de reconstruction. Et la parole fait partie de la reconstruction, la réflexion sur soi, ça fait partie de ça. Et donc, nous, on s'intègre dans ça, quoi. C'est-à-dire qu'on finalement, on se greffe à ce dispositif qui est déjà un dispositif qui vise à ce que les gens s'ouvrent, se reconstruisent, parlent d'eux, se responsabilisent, etc. Et donc voilà. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, avec la réflexion, ça m'étonne pas du tout qu'on ait réussi à avoir cette parole-là. Avec le préalable qu'on a réussi à nouer une relation de confiance extrêmement forte avec les gens, quoi. Oui, pardon, un autre truc, je voulais dire, pour rebondir à ce que disait Sam aussi, sur ce qu'on filme, ce qu'on filme pas. Ce qu'on s'était dit, nous, c'est qu'on ne montrerait rien qui puisse mettre en danger la structure.
cette structure, elle est aussi, enfin, elle est en convention avec la justice. On n'accueille pas des détenus comme ça. Il faut qu'il y ait une convention avec le ministère de la Justice, enfin, etc., etc. Et donc, nous, on voulait absolument pas, enfin, on s'était dit au départ qu'on ne filmerait rien qui puisse mettre en danger la structure, ce qui nous questionnait d'ailleurs par rapport au fait de savoir si notre film risquait pas d'être un film promotionnel et pas un vrai film, quoi. Bon, voilà. Alors, on n'a pas eu à s'auto-censurer parce que quand on était là, on n'a pas été en situation de filmer des choses qu'on aurait voulu cacher. Bon. Mais c'était notre position, ça, c'est de ne pas montrer des choses. Voilà. À partir de là, comme l'indique Sam, ce qu'on a essayé de faire justement pour sortir du problème ou du risque d'un film publicitaire, on va dire, c'est qu'on a essayé de montrer, oui, tout en nuance, quoi, la fragilité du système, le fait qu'il peut y avoir des tensions entre les gens. Quand Philippe dit, bah moi, quand je me déplace de temps en temps, j'en ai vu dépasser des caïds quand je me déplace. Voilà, bon, on sent que tout n'est pas simple. Quand on voit les deux encadrants discuter entre eux après, est-ce que c'est la solution, est-ce que c'est pas la solution? Bah oui, les gens portent ce projet, ils parlent d'utopie réalisée, mais l'utopie, et ça se négocie, ça se discute entre les gens, ils n'ont pas forcément la même vision, etc. Bon, et voilà. Et donc c'est toute cette complexité, mais qui était évidente et qui humanise complètement le lieu qu'on a voulu faire entrer. Les échecs aussi. À un moment donné, Jean-Marc quitte la ferme, on apprend après que il essaye de revenir, que ça se passe mal et puis qu'il pourra pas. Enfin voilà. Donc ce qu'on voulait absolument, c'était voilà, c'était de toute cette complexité, toute cette difficulté, et de faire passer à la fois les questions et puis les dynamiques très positives de l'affaire, le plus intime, mais oui, enfin, sans caricature, quoi. Voilà. Samuel, vous vouliez intervenir? Ah non. J'ai rêvé. C'est tout à fait très juste. Je suis d'accord avec Nicolas. C'est très bien. Shaimat nous dit, j'ai beaucoup appris. Votre film permet de faire tomber des préjugés. Et ce que le film montre, c'est quand même un film qui est fait en dehors de la prison et à travers la parole des résidents. Et une parole qui est à la fois libre, comme vous le dites, mais qui est aussi très, très retenue, en creux, toujours et de façon très subtile. La prison, elle est omniprésente, elle est là, elle est étouffante, et on voit bien à quel point elle broie, elle casse, elle détruit, elle désocialise, et elle rend l'existence des résidents, mais vraisemblablement de leurs entourages, complètement impossible. Et ça, c'est super fort dans votre film de montrer ces hommes à l'air libre et de les faire parler, et en les faisant parler, sans les questionner directement sur la prison, de réussir à faire passer l'abomination de l'enfermement. Mais Camille a des questions qui se rejoignent. Mais on va peut-être commencer par la question de Stéphanie avant de dire les questions qui se rejoignent de Dounia et de Cécile, pardon. Ouais, mais Stéphanie n'est pas la seule à avoir posé la question. Il y a eu Sarah aussi. En fait, il y a beaucoup de personnes de lauréates qui se demandent si vous êtes encore en contact avec les détenus que vous avez filmés, dans la ferme, si vous aviez des nouvelles de leur vie, leur nouvelle vie, ce qu'ils étaient devenus, quoi, tout simplement. Sarah qui est kiné, qui est une lauréate de la toute première promo de l'Institut de l'engagement et qui, après chaque conf, lors des universités qu'on organisait en vrai, posait systématiquement la première question. Je ne sais pas si tu veux que je réponde, Nico. Alors, on a eu des nouvelles après le film. Alors, le film commence à dater un petit peu. Ça fait quelques années maintenant qu'on a commencé à le réaliser, quelques années qu'on l'a sorti. Et le temps faisant son effet, on a peu de nouvelles. Pour certains, ça s'est bien passé, pour d'autres moins. Voilà ce que je peux vous dire. On n'a plus de contact direct avec les gens qu'on a filmés. On a des nouvelles. Moi, j'ai des nouvelles par les gens de la ferme de Moyenbry. Mais voilà, on n'a plus de contact direct avec les gens. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de revoir Greg, le jeune qu'on voit
qui a débarqué un jour dans le sud de la France chez moi, mais voilà, et que j'ai accueilli avec grande joie. Mais voilà, ce sont tous des gens qui ont des parcours de vie au-delà de la prison. Enfin, la prison arrive à un moment donné dans leur vie, mais ce sont des gens qui ont des parcours de vie très compliqués, très lourds, avec des histoires de vie compliquées. Et voilà, la ferme est un moment de leur existence. Ils vivent une expérience singulière, une expérience particulière, qui est voilà, ce lieu entre la prison et la liberté. On n'est pas tout à fait libre, on n'est plus en prison. On vit une expérience collective, mais voilà, certains en gardent un très bon souvenir. Ça a été déterminant dans leur parcours de vie, d'autres beaucoup moins. Voilà. Et puis, la prison fait pas de miracle, hein. Et puis, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle de toute façon à l'exclusion sociale et à la récidive. Voilà, il y a des expériences comme ça qui existent. Moyambri est une expérience. Elle propose une expérience à des gens qui en prennent ce qu'ils peuvent en prendre et ce qu'ils veulent en prendre. Et puis après, voilà, ils poursuivent leur parcours de vie, heureux ou malheureux parfois. Du coup, il y a eu l'expérience Moyambri, il y a aussi l'expérience du tournage, et certains demandent à quel point la caméra a changé le regard de ces hommes sur eux-mêmes, en fait. Comment eux ont vécu après coup, peut-être après avoir vu le documentaire, quel retour vous en avez eu? Quelle réaction? Alors, tous l'ont pas vu, le film, puisqu'on a perdu de la trace de certains avant même la sortie du film. Donc voilà, tous l'ont pas vu. Et pour ceux qui l'ont vu, ça a été un moment incroyable, hein, même les encadrants. C'est pas facile de se voir dans un film sur un grand écran avec 200 personnes autour de vous dans une salle de cinéma. Le souvenir de Philippe, hein, l'encadrant qui était dans le fond de la salle lors de notre avant-première à côté de Coucy-le-Château, dans le cinéma de Saint-Gobain. Et voilà, c'était vraiment bon, là, c'était la star, hein, il s'était fait tout beau, et puis c'était vraiment un moment très très important pour lui. Mais voilà, tout le monde a eu des réactions différentes. Il s'est passé du temps, hein, entre le moment où on a filmé et le moment où le film est sorti, et donc les gens aussi ont eu des parcours de vie. Et certains, je pense notamment à Fred, le fromager, ça a été un choc un peu de se voir, enfin de revoir un peu ce qu'il avait vécu un an avant et ce qu'il disait, et voilà, de voir aussi leurs évolutions. Donc voilà, pour tous ceux qui l'ont vu, en tout cas, ça a été un moment très fort. Et Anne-Marie aussi, Anne-Marie Perry, la présidente de la ferme de Moyambri, c'était tous, enfin, ils nous ont vu filmer, on est resté très longtemps, hein, ça a duré des mois. Ils étaient tous très impatients de voir un peu le résultat et puis de voir quel montage on allait en faire. Il y avait aussi une point d'anxiété, je pense. C'est une confiance, hein, qu'ils nous ont fait de laisser la caméra, de nous confier beaucoup de choses, et en nous disant, ben voilà, on vous fait confiance sur ce que vous allez en faire. Et je pense qu'ils étaient très très intéressés et très impatients de voir le résultat, et je pense qu'ils en sont contents. Ouais. Le jour où on a fait l'avant-première, là, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient dans le film, qui n'étaient pas dans la salle et dont on avait perdu le contact. Avec ce que disait Sam tout à l'heure, qui me paraît être vachement important, c'est qu'il y en a effectivement qui ont gardé le lien et puis d'autres qui ne l'ont pas gardé. Mais parce que la ferme, d'une certaine manière, fait partie quand même de la page que les gens ont envie de tourner. Bon. Et donc, bon, voilà, quand on est complètement sorti de tout ça, on tourne la page. Bon. Il y a quelques gars avec lesquels on a gardé des contacts. Il parlait de Fred le fromager. Moi, par exemple, j'ai discuté avec lui après le film. Et il avait beaucoup aimé. Et il m'a dit, c'est à ce moment-là qu'il m'a appris que sa maman était morte. Entre le moment où on finit le film et puis le moment où le film sort. Et vous venez de voir le film, donc vous devez vous en souvenir. Il y a un moment donné où il dit, voilà, bon, ouais, j'ai réussi à m'en sortir, mais si ma mère, le jour où je perdrai ma mère, je sais pas comment je vais faire, quoi. Et du coup, voilà, il m'a dit ça assez spontanément, et il m'a dit, j'ai surmonté la chose, etc. Donc, et en plus, il y a ce décalage, ce que disait Sam un peu sur pour nous, le film, il était encore tout chaud. Pour les gens, ça faisait peut-être un an, le temps du montage, etc., qui nous avaient plus vu tourner, et puis ils étaient replongés dans un truc. Et ça les renvoyait effectivement vers voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est la réaction de la femme d'un des encadrants, Simon. C'est celui qui se fait un peu alpaguer à la réunion. Et je sais pas, elle lui a dit un truc. Alors moi, j'étais pas là quand elle lui a dit, mais Simon me l'a raconté.
elle s'est tournée vers lui en disant mais en fait je savais pas parce que dans le film vous savez quand il se fait un peu alpaguer il explique qu'en fait il peut pas sortir avec les gars parce qu'il veut passer les week-ends avec sa femme et ses enfants parce qu'à l'époque il faisait aussi des travaux donc il les voyait peu etc. Et donc il lui avait jamais parlé en fait de ces tensions etc. Donc elle découvre ça dans le film aussi donc elle lui dit un truc du genre tu es un homme formidable. Ce qui est tout au demeurant complètement vrai. Mais voilà, donc c'était vachement bien effectivement d'avoir le retour des gens et d'avoir un retour pour ceux qui étaient là, qui était un retour hyper. Dans la mesure où le film touche vraiment dans l'intimité, les réactions sont enregistrées. Et on a eu des retours qui étaient extrêmement touchants en fait. Ça nous a. C'était. Ouais. Alors après, dernière chose, dans la mesure où effectivement. Après les derniers moments de tournage, il y avait dans la salle de l'avant-première, alors à la fois, on a fait juste à côté, on a fait une seconde avant-première à Paris, au Forum des Images, et il y avait plein de nouveaux résidents de la ferme. Et ça, c'était vachement intéressant aussi, d'avoir leur réaction, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas eux qui étaient à l'image, mais ils se voyaient, en fait. Voilà. Et donc là, Sam, sûrement que toi, il y a des gars qui t'ont alpagué aussi après la production et tout, mais moi, j'ai eu quelques moments de discussion avec des gars qui étaient à la ferme, qui avaient entendu parler de gars qui étaient passés avant, mais qui se positionnaient aussi par rapport à ce qu'ils avaient vu, et parfois de façon aussi très intime, qui était extrêmement intéressante, en fait. Le film parlait vraiment aussi aux gars qui avaient pris la place, en fait, dans la ferme, quoi. Mam souligne qu'au début du film, la directrice dit que les priorités, c'est pas le logement, c'est pas l'emploi, c'est pas les papiers. C'est quoi les priorités? Demande Mam. Alors, je propose qu'on fasse une réponse en binôme, parce que en fait, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais Samuel, après avoir fait le film, est allé créer une ferme du type de celle qu'on a filmée. Donc, il pourra en dire deux mots. Je pense que c'est quand même vachement intéressant. Et donc, lui, il a aussi ce regard aujourd'hui de directeur d'une structure du type de celle de ferme de Montgomery, etc. Donc, moi, je vais dire d'abord mon point de vue. Ma réaction à cette question, et puis je laisserai aller dans des choses plus concrètes. Deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, elle dit ça. Et je ne sais pas si vous avez percuté dans le film, mais quand je questionne Greg sur ce qu'il veut faire plus tard, etc., en fait, il me dit la seule chose que je veux faire, c'est le boulot, l'appartement. C'est-à-dire qu'il répond ses priorités sont exactement celles que la directrice du site dit, mais non, c'est pas ça en fait. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'on sent bien la faiblesse. C'est-à-dire qu'il dit ça, alors je questionne, je dis, mais ok, le travail, mais de quoi tu as envie? Et en fait, il sait pas. Voilà. Il sait pas ce dont il a envie, il veut juste avoir un boulot. Bon. Et on sent bien dans les réponses qu'il fait, y compris quand il est hésitant et qu'il dit, mais si on n'arrive pas à s'en sortir, peut-être qu'on refera ce qu'on sait faire et qu'on a fait, machin, etc. On sent très bien qu'il n'est pas du tout tiré d'affaire, lui. Bon. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, en fait, qu'Anne-Marie dise ça, et puis que quelques instants plus tard, ce jeune explique ça, tout en montrant tous les vides énormes qu'il y avait encore à combler pour qu'il reprenne le chemin d'une vie un peu moins chaotique, quoi. Et de façon générale, ce qui est absolument fondamental à la ferme, alors, il ne faut pas nier le fait que les gens soient hébergés, le fait qu'ils aient à manger, etc., c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est fondamental parce que quand vous n'avez pas l'inquiétude de où je dors ce soir et qu'est-ce que je vais manger, vous pouvez travailler sur d'autres choses. Voilà. Mais je pense que ce qui fait vraiment la spécificité de la ferme, c'est précisément de créer cet espace dans lequel un processus de reconstruction peut s'amorcer et processus de reconstruction qui s'amorce en étant complètement délesté de ses préoccupations de survie, quoi. Et il n'y a aucune autre structure ne propose ce genre de truc. C'est-à-dire que si un sortant de prison qui va chez un travailleur social du quartier, le travailleur social du quartier, son travail, ça va être quoi? C'est effectivement de lui trouver à manger et de lui trouver où dormir. Mais tout ce que les gens nous racontent, toute la construction, l'amorce de ce processus de reconstruction, les gens ne peuvent pas le faire à l'extérieur. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, je pense que quand Anne-Marie dit ça, elle veut surtout dire qu'évidemment, c'est important que les gens aient cette sécurité-là pour pouvoir se reconstruire, mais que ce qui est fondamental,
c'est ce processus de reconstruction et qui va à la fois avoir un rapport avec la manière dont la personne reconstruit une confiance en elle-même, un respect d'elle-même, etc., mais aussi comment elle va se projeter sur l'extérieur, sur sa vie familiale, etc. Et on voit bien, même quand on voit Jean-Luc, et je terminerai avec ça, après Sam, je te laisserai la parole plus concrète sur toi, comment tu vois ça, mais on voit bien que Jean-Luc, à un moment donné dans le film, il explique que ses enfants... bon, Jean-Luc, il a 8 ou 9 enfants qui ont été placés pour des raisons compliquées à la suite de son incarcération, parce qu'il y a eu des problèmes aussi avec la mère des enfants. Bon. Et donc lui, non seulement il doit surmonter l'épreuve de la prison et de ce qu'il a envoyé en prison, mais en fait, ce qu'il a devant lui, c'est 9 enfants qui sont placés, qu'il veut espérer récupérer, dont on sent bien que ça va être extrêmement compliqué d'en récupérer 9 et que probablement que les enfants reviendront vers lui, pour une part en tout cas à leur majorité, quand ils seront plus tenus par le contexte d'accueil des familles dans lesquelles ils sont, etc. Et il a cette parole là de dire mais moi je vais monter là-bas, si le juge veut pas, machin, etc. Bon, et puis après on le voit, sa femme, Sam est allé le filmer quand il est à Rodez, où là donc il est dehors et où on voit bien que c'est pas si simple que ça et qu'il voit ses enfants une fois tous les 15 jours et puis que si ça se passe bien dans 6 mois, il les verra une fois toutes les semaines, etc., etc. Et donc on voit tout ça, la pente à remonter pour voilà, quand on sort de prison, elle est énorme, quoi. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que des lieux comme Moyenbry font un truc essentiel, qui est pas mesurable, mais qui est essentiel. On veut aujourd'hui évaluer tout le travail, la réinsertion, le machin, etc. En fait, ce qu'ils font, c'est pas mesurable, quoi. Ils offrent juste un cadre dans lequel des gens peuvent amorcer un processus de reconstruction. Ce processus, ensuite, c'est les gens qui vont se le coltiner tout seuls et puis ils vont ressortir dehors, il va falloir qu'ils se battent, etc. Bon. Mais il y a un moment où ils peuvent construire ça. À l'extérieur, quand ils sont dans la survie, ils peuvent pas. Quand ils sont dans leur famille, ils peuvent pas. Philippe, il explique, il dit, mais moi, je suis resté à la ferme, j'avais une femme, etc. Mais je pouvais pas, en fait. J'avais encore besoin de temps pour moi, de temps pour réfléchir, de temps pour reconstruire, etc. Et donc, voilà, il y a un truc essentiel qui est un peu impalpable, qui dépend beaucoup des gens, mais que je résumerai comme ça, qui est un cadre bienveillant dans lequel peut s'amorcer un processus de reconstruction qui ne garantit pas que les gens vont se reconstruire, mais il y a, à mon avis, aucune reconstruction solide qui peut s'amorcer sans ce temps-là. Voilà, donc voilà. Alors Sam, là, je te laisse parler plus concrètement, quoi, de ce que c'est qu'accompagner des gens, quoi, au quotidien. Tu as la théorie, Nico, je peux presque t'embaucher. Non, ce que tu dis est tout à fait juste. Tu parles de cadre bienveillant, tu parles d'expérience. C'est exactement ce qu'on fait vivre chez nous maintenant à Emmaüs l'Espinassière, mais aussi à Moyenbry. C'est une expérience particulière après la prison dans laquelle on va vous faire confiance, et dans laquelle vous allez avoir des responsabilités. C'est difficilement évaluable, c'est vrai. Et nous, on parle aussi de retours en détention qui sont constructifs. C'est vous montrer à quel point aussi, voilà, on fait vivre à des gens une expérience particulière et on sème des graines. Ça va germer ou ça va pas germer, mais et voilà, on leur montre que parler différemment, c'est possible, que avoir un cadre bienveillant, c'est possible, que c'est pas forcément, on parle pas forcément qu'avec les poings. Voilà, c'est tout ça qui peut être écrit, qu'on peut raconter, hein, mais qui est assez impalpable aussi. Les relations humaines sont ce qu'elles sont. Mais ouais, je trouve que tu le décris assez bien, Nico. Voilà, c'est une expérience particulière dans des parcours de vie de gens qui ont des lourdes difficultés et voilà, où parfois on ne peut pas faire grand-chose, sinon que de proposer un petit peu de bonheur et espérer que ça puisse déclencher quelque chose. Voilà. Du coup, ouais, vous parlez tous les deux d'expériences particulières et uniques. Il y en a beaucoup qui demandent, notamment Doudina et Pierre, s'il y a d'autres initiatives ou d'autres structures identiques en France. Ouais, alors très rapidement sur cette question. La ferme de Moyenbry a proposé de m'embaucher juste après la réalisation du film pour être encadrant technique maraîchage, voilà. Et je me voyais pas aller vivre en Picardie pour plein de raisons. Et c'est là que je suis allé voir Emmaüs France en leur proposant de dupliquer, enfin en tout cas d'essaimer cette belle structure. Et donc Emmaüs France nous a
confié un site à l'Espinassière, un tout petit village au nord de Carcassonne, dans le sud de la France, où on a mis 3 ans à monter une structure qui est la petite sœur de la ferme de Moyenbry. Donc, on a la deuxième structure de ce type en France. Et Emmaüs France accompagne d'autres personnes qui portent ce type de projet de création de ce type de structure. Voilà, donc il y a des petites sœurs qui sont en gestation un petit peu partout en France. Il y a un projet à Tarnos, notamment pour les femmes, qui est porté par Gabriel Muesca, qui est l'ancien président de l'OIP, voilà, qui devrait accueillir ses premières résidentes dans les mois qui viennent. Il y a une jeune femme qui s'appelle Laura Hurel qui porte un projet entre Rennes et Nantes. Voilà, il y a un projet à Strasbourg et un autre projet autour de Dijon. Enfin, voilà, il y a d'autres personnes qui portent des projets et Emmaüs France qui coordonne la duplication de ces structures. Voilà, un tout petit réseau de gens qui commencent à se structurer. Mais c'est pas simple, c'est vraiment pas simple de monter ce genre de structure. C'est pas simple pour les structures de continuer à exister. C'est encore plus difficile aujourd'hui de monter les structures, c'est possible, mais voilà, il faut s'accrocher. Justement, il y a Cécile qui demandait comment vous expliquez que ce genre d'initiative qui existe depuis les années 70-80 ne soit toujours pas prioritaire pour favoriser la réinsertion alors qu'elle démontre des résultats. Parce que c'est difficile de faire changer les choses. On ne change pas du jour au lendemain voilà, une politique qui est de construire toujours davantage de prisons et voilà, ça demande énormément de moyens, mais comment on l'explique le ministère de la Justice, je pense que le film a fait du bien. On a diffusé notre film à l'Assemblée nationale, il a tourné un petit peu dans les réseaux prisons et Justice Prison, et du coup, il a eu un petit impact. Hein. Le ministère de la Justice a donné de l'argent pour la création de la structure à l'Espinassière, et donc il y a une vraie prise de conscience que ce genre de structure peut être une solution à un certain nombre de personnes. C'est pas simple de monter une structure comme ça parce qu'il faut des gens pour les porter. On peut pas arriver dans un endroit et puis une structure comme Emmaüs France ou le ministère de la Justice, n'importe qui, décider qu'on monte une structure comme ça. En fait, ça se monte avec des gens qui donnent énormément de temps, de leur énergie, qui vont créer du réseau sur un territoire. Il faut convaincre les habitants du coin que c'est possible. Il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut surmonter, et donc c'est vraiment pas simple. Et il faut des gens pour porter ce genre de projet. Voilà. Et comment est-ce que vous avez fait, vous, justement, Samuel, pour convaincre les habitants du village près duquel vous vous êtes implanté? J'ai pas fait grand-chose, en fait. On a eu de la chance, on a eu une chance inouïe. En fait, on est arrivé dans un village de 130 habitants, un tout petit village en pleine montagne, entouré de forêts, et qui est un village qui avait dans son sein une maison de vacances de compagnons Emmaüs, et donc qui était habitué à une présence d'Emmaüs, et avec un lieu qui était abandonné depuis plusieurs années, et le village voyait l'intérêt que ce lieu revive. Et donc, ils étaient contents de voir que Emmaüs France envoyait quelqu'un pour monter un projet. Et quand on leur a dit qu'on allait accueillir des sortants de prison, il y a eu un gros doute sur la capacité du village à accueillir ce genre de structure. Et puis, on a eu la chance de tomber sur une municipalité qui est assez incroyable et qui a cru en nous, et qui a vu aussi l'intérêt pour le village en termes de rencontres, en termes de dynamisation économique du village. Voilà, qui a vu l'intérêt de nous accueillir et de nous accompagner là-dedans. Et donc voilà, on a une chance inouïe d'avoir des gens qui autour de nous, voilà, pour certains nous tolèrent et pour d'autres nous supportent et qui nous aident à monter cette structure. Et qui ont vu le film? Non. Non, c'est assez étonnant. On a fait le choix dès le départ de ne pas montrer le film volontairement. En fait, voilà, je viens d'un milieu... la campagne, je sais comment ça fonctionne dans les campagnes. Et vous êtes accepté si vous travaillez. Et donc, on n'a pas fait trop de bruit. On est arrivé et on s'est mis à travailler la terre et à faire du maraîchage. Et on s'est dit que les anciens du village allaient venir nous voir en nous expliquant comment ça se passait dans le coin, comment il fallait cultiver. En fait, on part du principe que la rencontre, c'est pour ça d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant dans ce genre de structure. Et on en a beaucoup discuté avec, je vais revenir après là-dessus, mais la rencontre a tout fait. Voilà, la rencontre, on a rencontré les gens du village sont venus nous voir, on a discuté, on a échangé,
et ils ont pu exprimer leurs inquiétudes, leurs doutes, et on a pu désamorcer des éventuels blocages. Et voilà, la rencontre a été déterminante. Et là, je vais faire un parallèle avec une dernière chose avec Nicolas. On a beaucoup discuté à l'OIP, et enfin pendant des années, et encore pendant le film, et puis encore après, de comment on faisait changer l'opinion publique de regard sur la prison. C'est un sujet qui n'est pas du tout porteur, politiquement, qui n'est pas porteur. Voilà, on passe des soirées entières avec Nico à discuter de ces questions-là. Et on est, je pense, aujourd'hui tous les deux persuadés que les gens peuvent changer de regard sur la prison et sur les prisonniers par la rencontre. Et le film est une façon de faire se rencontrer des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. Voilà, des gens qui vont au cinéma, qui regardent un film et puis qui vont à la rencontre de personnes qui sont passées par la prison, qui ont ce parcours de vie-là. Alors pendant 1h30, elles se rencontrent par l'intermédiaire de ce film, mais et voilà, nous on le voit à l'Espinassière et à Moyenbry aussi, c'est ce qui se passe en fait. Les gens du village, les gens de l'Espinassière, les gens de Coucy-le-Château viennent sur la structure, rencontrent des résidents, des anciens détenus, et leur regard change sur la prison et sur les prisonniers. Et la rencontre est pour nous déterminante. Il ne s'agit absolument pas de recréer une mini-prison qui serait certes à l'air libre, mais dans laquelle on verrait personne. Pour nous, sortir de notre structure, et à Moyenbry, c'était ça. Sortir de Moyenbry, c'était ultra important. Et créer de la rencontre. Il faut que les gens continuent à se rencontrer. C'est d'ailleurs assez terrible, cette période de confinement où les gens vont rester chez eux et ne se rencontrent plus. Mais il faut à tout prix continuer à ce que les gens se parlent et à ce que les gens se rencontrent. C'est comme ça que les préjugés tombent. Et merci encore une fois d'être avec nous pour parler ce soir et pour permettre aux lauréates et aux lauréats de vous parler par notre truchement, de vous poser des questions. Camille, il y en a encore une de Malika. Oui. Malika vous demande ce que vous pensez du système pénitentiaire et si vous êtes d'accord avec un des premiers ex-détenus qui pense que la prison est un moyen de faire du profit. Tu peux répéter le début de la question? Que pensez-vous du système pénitentiaire? Est-ce que votre regard a changé avant et après ce documentaire? J'imagine que oui, mais du coup, en quoi il a changé? Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la prison soit un moyen de faire du profit, comme le dit un des ex-détenus dans le documentaire? Alors, répéter sur deux, trois trucs sur les questions d'avant, mais je vais essayer de répondre rapidement, puis Sam, alors, est-ce que notre regard sur le système pénitentiaire pas tellement, en fait, a changé du fait de l'expérience qu'on a vécue dans le cadre de la réalisation du film? Pas tellement, puisque je le disais tout à l'heure, en fait, et Sam et moi travaillons et avons travaillé pendant des années dans une association qui s'appelle l'Observatoire international des prisons, et donc je dirais que le système pénitentiaire, on l'a pas découvert avec le film, quoi. Et la folie qui vise à considérer qu'on peut réinsérer des gens en les désinsérant, c'est-à-dire en les enfermant entre quatre murs. Et voilà, bon, donc, je dirais que nous, enfin, à titre personnel, la manière dont on peut analyser et ce qu'on peut penser du système pénitentiaire carcéral n'a pas été transformé par l'expérience du film. Enfin, je sais pas pour Sam ce que tu en penses, mais voilà. Ce que je disais par contre tout à l'heure, c'est que ça a été hyper important, enfin en tout cas pour moi, d'appréhender cette question de la prison sous un angle différent, dans un registre différent de celui que j'utilise habituellement et qui est un registre plutôt juridique, etc. Donc moi, ça on va dire, complexifié et enrichi mon rapport avec ce sujet, mais je ne pense pas que j'en ai véritablement, enfin que ça a été déterminant dans ma construction par rapport à mon engagement autour de ces questions-là. Du coup, je rebondis sur ce qui était dit, la question tout à l'heure, qui était sur pourquoi il n'y a pas plus de lieux, etc. Bon. Je pense que, si on veut dire les choses un peu de façon simple et rapide, on a quand même, depuis un certain nombre de décennies, une augmentation de la population carcérale, une augmentation des gens qui vont en prison, du nombre de places, hein, quand on nous dit qu'il faut construire des places, il n'y en a pas assez. On a doublé la capacité du parc carcéral en 30 ans. On n'a jamais construit autant de prisons que depuis le début des années 80. Bon. Donc, voilà. Et donc, tout ça, ça signifie quoi? Ça veut dire quand même qu'on a un renforcement, et un enracinement de la prison comme on va dire, mode privilégié et identifié comme tel de réponse
aux illégalismes, etc. Et donc, si vous voulez, dans ce dispositif-là, c'est extrêmement politiquement compliqué d'expliquer, en fait, d'essayer de casser ça, même si la loi, elle, dit que la prison est censée être la dernière solution, etc. C'est extrêmement difficile d'aller à contre-courant de ça et sur le plan politique, de défendre l'idée qu'on peut punir autrement que par la prison. Donc je pense là qu'il y a un truc politique fondamental, quoi. L'autre chose fondamentale, c'est ensuite les questions des moyens. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vient d'apprendre les chiffres du budget du ministère de la Justice qui viennent d'être annoncés par Dupond-Moretti. Vous avez quasiment 600 millions d'euros sur la construction de places de prison et puis sur le bâti, et puis vous avez un peu moins de 80 millions qui sont consacrés à tout ce qui est insertion, réinsertion, conseil d'insertion et de probation, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, tout l'argent, tous les moyens de cette administration sont vampirisés dans l'entretien des prisons, qu'on entretient d'ailleurs très mal parce que on les le parc carcéral sud a une rapidité énorme, etc., etc. Et donc là, il y a aussi une question de moyens. Et quand Sam parlait de la difficulté financière de ces structures, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les structures vivotent parce que l'argent n'est pas du tout. Voilà. Et évidemment, il y a un lien étroit entre les orientations politiques et les orientations budgétaires, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est à la fois. Et alors, évidemment, quand vous avez ça, et que ensuite, il y a des structures, mais quelques structures, elles ont du mal à vivre. Un certain nombre de magistrats sont les alternatives. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'en fait, il y a pas assez de gens pour encadrer les personnes à l'extérieur et que donc, il vaut mieux foutre les gens en prison que les mettre dehors sans encadrement, etc., etc. Donc, en fait, tout le dispositif est grippé. Si vous voulez, il y a une espèce de poule et d'œuf qui fait que politiquement, c'est extrêmement compliqué de remettre en cause la légitimité de la réponse prison et que au quotidien, dans les arbitrages financiers, dans les budgets qui sont votés, c'est évidemment pas les alternatives qu'on promeut et qu'on développe. Voilà. Donc là, il y a vraiment un nœud. Et effectivement, l'objet de notre film, c'était aussi d'essayer de contribuer très modestement à essayer de desserrer ce nœud. Et voilà. Après, je vous ai encore complété sur une des questions, sur la question de est-ce que c'est fait, enfin, combien y a-t-il de lieux de ce type et voilà, ce qu'expliquait Sam sur le fait que plusieurs fermes aujourd'hui émergent dans la dynamique d'Emmaüs. Alors, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que la dynamique au sein d'Emmaüs, elle est quand même elle a largement été portée par la démarche de Sam. Et, du coup, je m'adresse aussi à toutes les personnes que vous suivez et que vous soutenez, parce que lui, aujourd'hui, là, il a galéré pendant 3 ans, 4 ans pour faire sa ferme, donc il parle aussi du haut de cette expérience, mais il y a 3-4 ans, il fonçait bien en tête, il savait pas du tout qu'il y aurait 3 ans, machin, et il a réussi à le faire. Bon. Et parfois, quand on n'est pas tout à fait conscient des difficultés, ça aide aussi à les réaliser. Bon. Enfin, à réaliser, voilà. Donc, en fait, dans le développement, c'est à la fois ce qui se fait aujourd'hui, c'est finalement l'initiative de quelques personnes, quoi. Bon. C'est-à-dire à la fois le projet de la ferme de Moyenbry, mais la démarche de Sam qui a été d'aller voir non seulement Emmaüs pour dire soutenez-moi pour créer une petite sœur, mais très rapidement, enfin tu me corriges si je me trompe, hein, Sam, mais très rapidement il a intégré son envie de faire une nouvelle ferme à une réflexion plus large sur la possibilité qu'Emmaüs aurait de diffuser vraiment ce modèle et pas simplement de faire sa ferme. Donc, en plus de monter sa ferme, il a été un peu moteur au sein d'Emmaüs dans la réflexion autour de cette idée d'essaimage de la ferme. Bon. Et un certain nombre de gens qui l'ont suivi et qui ont soutenu le truc. Donc, c'est à la fois très compliqué et à la fois il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire avec l'énergie de quelques personnes qui se rencontrent au bon moment. Donc, on retombe sur la question des rencontres de ce que disait Sam, quoi. C'est aussi une histoire de rencontre. On espère que le film peut susciter des envies de rencontre. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait, quoi. Ça fait un peu plus d'1 heure hein, que nous échangeons avec vous et merci beaucoup. Je vais peut-être conclure, mais vous avez dit, Nicolas, tout à l'heure que Sam avait eu 1000 vies et Inès aimerait bien en savoir un peu plus. C'est très personnel comme question.
Non, on a tous plein de vies. J'ai eu plusieurs vies professionnelles, ouais. Mais c'est vraiment à chaque fois des histoires de rencontres. J'ai été infirmier, j'ai repris des études, j'ai fait de la santé publique, de la santé humanitaire, j'ai fait un master de relations internationales. J'ai travaillé 3 ans à l'Observatoire international des prisons où j'étais vraiment en binôme avec Nico, moi plutôt j'étais chargé d'enquête et puis Nico sur les parties juridiques et donc on était très complémentaires. On a passé vraiment des très très belles années. Et puis après, j'ai été à la ferme où je me suis occupé du maraîchage. Et puis voilà, je me suis retrouvé à monter ce projet un peu. On m'a demandé un jour, est-ce que vous êtes entrepreneur? Et alors, j'avais jamais pensé que vous me poserez un jour cette question. Je me sens absolument pas entrepreneur. Peut-être bâtisseur. Je trouvais que le mot était un peu plus juste, mais voilà, je me suis retrouvé coordinateur ou directeur ou responsable. J'ai pas vraiment de titre en fait à Emmaüs l'Espinassière. En tout cas, voilà, une petite structure où on est actuellement 12 salariés et voilà, j'avais jamais travaillé dans une structure d'insertion, j'avais jamais fait de maraîchage, et puis on a monté une structure d'insertion qui fait du maraîchage et on accueille des sortants de prison. Je suis pas éducateur non plus. Donc voilà, en fait, moi, ce que j'avais envie de dire là, c'est tout est possible en fait. Il faut juste avoir confiance. Alors, c'est pas simple tous les jours, on sait pas tout faire, et c'est pour ça qu'il faut savoir s'entourer. Emmaüs France aujourd'hui, pour nous, ça a été déterminant hein, dans notre parcours. On a des gens qui nous accompagnent sur les questions immobilières, sur les questions de gestion financière, sur tout un tas de questions. Voilà, on peut pas tout savoir faire. Il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Et les réseaux associatifs sont très intéressants pour ça parce que vous allez trouver des gens qui ont des compétences ou qui peuvent vous mettre en relation avec des gens qui ont les compétences et qui vont pouvoir vous aider. Voilà. Mais et après, voilà, il faut avoir confiance dans la vie, confiance dans l'avenir et se dire que voilà, il faut oser savoir se remettre en question et puis des fois savoir oser franchir le pas, démissionner et puis voilà, saisir les opportunités que la vie nous présente. Elle nous en présente plein en fait. Il faut juste des fois soit les saisir, soit pas les saisir, mais en tout cas pas regretter. Et voilà, je crois que jusqu'à présent j'ai aucun regret. Marc, avant que tu conclues, je voudrais juste rebondir encore sur un truc qu'a dit Sam tout à l'heure et qui me paraissait absolument fondamental et il disait qu'on en discute. Moi, ce que je trouve hyper important dans le projet de la ferme et puis ce que reproduit Sam dans son lieu, etc., c'est effectivement que ce sont des lieux d'ouverture en fait. Bon. C'est-à-dire des lieux qui accueillent des personnes, mais qui les accueillent dans un cadre ouvert où des tas d'autres personnes passent. Alors nous, on est passé faire notre film, mais il y a la femme du maire à côté de Moyenbry qui va donner des cours de cuisine, et puis il y a des gens qui viennent faire du bénévolat, du machin, et puis ils accueillent même des gens qui ont juste envie à Moyenbry, enfin en tout cas à une époque ils le faisaient beaucoup, et puis il y a des gens qui disent ah, ça a l'air super le lieu, est-ce que je peux venir? Oui, on t'accueille un week-end, tu travailles avec les gens, tu vois. Ben voilà, juste des gens qui avaient envie de connaître mieux la structure, etc. Et puis qui fait du bénévolat. Il y a à l'époque où j'y étais, il y a un bénévole qui venait à l'extérieur faire encadrer les mecs pour faire du vélo. Et puis la ferme de Moyenbry a suscité au village qui est juste à côté la création d'une AMAP. Vous savez, les associations de distributeurs consommateurs, parce qu'en fait, pendant un temps, il y avait la possibilité de vente directe des puis au bout d'un moment, c'était trop compliqué pour eux de gérer ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui débarquaient un peu n'importe quand pour acheter leurs légumes, et donc à un moment donné, ils ont dit nos productions désormais seront commercialisées que dans le cadre d'AMAP. Bon. Et comme il y a des gens du village à côté qui voulaient continuer à consommer les légumes de la ferme de Moyenbry, ils se sont constitués en AMAP. Et donc cette ferme, si vous voulez, elle a eu aussi pour effet de provoquer dans le village à côté l'organisation des habitants qui voulaient continuer, voilà. Et donc, ça veut dire une AMAP, des gens qui se réunissent et tout, indépendant. Ça a créé quelque chose, si vous voulez. Au-delà, ça s'est répandu, en fait. Alors, quand nous, on a été à la ferme, les gens de la ferme nous disaient, mais c'est absolument fondamental qu'on soit un lieu ouvert comme ça, qu'on puisse... Parce qu'en fait, eux, ils le font avec la préoccupation d'aider les personnes qu'ils accueillent à retrouver le chemin d'une vie sociale un peu normale. Et donc, la richesse des rencontres, etc., qui peut se faire à la ferme, ça fait partie du projet d'accompagnement. Mais quand on vient de l'extérieur comme nous, on voit autre chose, nous. C'est-à-dire qu'on voit pas, on voit évidemment, là, mais on voit l'intérêt que ça a pour l'extérieur, en fait, que des structures comme ça soient ouvertes. L'intérêt que ça a, effectivement, que des gens aillent à la ferme, puissent... les gens qui viennent à titre un peu militant, ok, bon, mais il y a aussi l'environnement, le village, etc. On a eu des anecdotes super sur
la manière dont les commerçants se comportent avec les anciens résidents, le pharmacien qui accepte de temps en temps de faire crédit au mec, etc. Enfin, voilà, c'est des espèces de choses où, enfin, voilà, où un pharmacien, moi, si je vais à la pharmacie de mon quartier et que je leur dis que je sors de tôle et que j'ai pas les 20 € pour acheter du Doliprane et de leur demande s'ils peuvent me faire crédit, mais jamais, ben voilà. Là, il y a des choses comme ça qui se passent. Alors, c'est des choses toutes simples, mais qui montrent en fait à quel point, quand on va dire, on accueille des gens dans un espace ouvert, c'est important pour les gens qui sont accueillis, mais c'est aussi important pour l'extérieur parce qu'en fait, ça casse des préjugés, enfin, ça crée cette rencontre. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'en fait, ça me paraît absolument fondamental. Aujourd'hui, la plupart des lieux qui accueillent des publics, on parle de public maintenant, en situation de difficultés sociales, qu'ils soient sans papier, qu'ils soient demandeurs d'asile, qu'ils soient sortants de prison, etc. Je ne parle pas des communautés Emmaüs, etc. Mais on a aujourd'hui des gros opérateurs qui sont en fait des espèces d'hôtels géants dans lesquels les gens sont à l'intérieur et dont l'obsession, effectivement, c'est d'assurer le couvert, le truc, voilà, de faire des prestations. Et ils ont complètement perdu de vue la responsabilité qu'ils ont, eux, en tant que lieu d'accueil, d'être ouverts sur l'extérieur, pas simplement pour aider les gens, mais pour précisément faire ce travail de communication, d'échange. Et quand je dis que c'est une responsabilité, c'est une vraie responsabilité. Dans la ferme de Sam, il y a une personne qui est occupée de l'animation, des projets. Ils font des expositions, ils font des concerts, ils font des cercles. En fait, il y a quelqu'un parmi les salariés chez Sam qui travaille à monter des projets qui vont attirer des gens de l'extérieur sur le lieu. C'est-à-dire que c'est pas simplement, si vous voulez, une conséquence, ça fait partie du projet. C'est aussi important que d'avoir un type qui s'occupe d'aider les gars à faire des papiers, etc. Et ça, c'est absolument fondamental, mais ça a complètement disparu de la plupart des structures qui accueillent des gens. C'est absolument fondamental parce que, et je pense qu'aujourd'hui, il y aurait un travail phénoménal à faire d'ouverture de ces lieux-là pour casser des préjugés, pour faire des rencontres, etc. Enfin, c'est pas du tout romantique ou ce que je vous explique. Hein. C'est vraiment quelque chose de fondamental, quoi. Ça fait partie du projet, quoi. On ne fait pas qu'accueillir des gens, on fait en sorte que la société elle aille aussi à la rencontre de ces gens, dans l'intérêt des gens, mais dans l'intérêt de la société. Et voilà. Je crois que c'est une super belle conclusion et je propose, et je sais que Camille voulait encore poser des questions et encore poser une question, mais je propose qu'on reste à cette conclusion. Merci infiniment pour votre film, pour votre travail, pour votre temps, pour ce moment de rencontre, d'échange, même si les lauréats sont invisibilisés et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je le regrette. J'ai l'habitude de dire aux lauréats et aux lauréates qu'ils sont beaux et qu'elles sont belles. Et je parle évidemment de la beauté au sens plein, entier et beau du terme. Et donc les voir en vrai nous manquent, les voir en vrai me manquent. Et je vous assure que vous aurez l'occasion un jour de les voir en vrai et que c'est fantastique. Donc merci pour ce moment, merci pour ce moment d'évasion et ce moment volé au confinement. Et on se retrouve pour toutes celles et tous ceux qui veulent, qui peuvent, dès la semaine prochaine, le 4 novembre, avec une conf débat sur le thème de la joie avec Hervé Franceschi. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, Nicolas, Samuel, Nicolas, Camille. Merci infiniment. Merci à toutes et tous. Merci à vous et puis bonne soirée.